Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du Camp Pop. C'est notre dernier podcast entièrement dédié à Discovery, car en effet, à partir de la semaine prochaine, nos podcasts seront bi-séries, car la saison 2 de Picard commencera, mais pour l'heure, on va juste traverser la barrière galactique avec la Capitaine Burnham. Let's fly! DMA is significantly more powerful. How long before it moves to a new harvesting location? 12 hours at most. We should make first contact as soon as possible. Set a course for the galactic barrier. Maximum warp. Hi, Captain. I'll be joining the mission. Excuse me? You know as well as I do, Discovery might not be coming back from this. Take us in. Alors, on est content de retrouver un des membres d'équipage historique avec notre Romulien Romain Bramis. Salut Romain, comment ça va ? Eh ben écoute, pas mal, vous m'avez manqué depuis quelques semaines, mais je suis content de vous retrouver. Et bien sûr, nous avons aussi avec nous notre enseigne Marie-Paul. Comment ça va Marie-Paul ? Salut tout le monde, ça va bien et vous ? Ça va super, merci. Et enfin, nous avons un invité exceptionnel qui se trouve à l'autre bout de l'Atlantique, le youtubeur Toti ou Sean de la chaîne Trek on the Tube. Salut Sean, comment ça va ? Hey, ça va ? Moi ça va bien là, écoute, je suis content de parler avec des Français. D'habitude tous mes podcasts sont en anglais. Ça nous fait bien plaisir d'avoir quelqu'un justement qui se trouve en Amérique du Nord et qui peut donc nous donner peut-être une autre vision de ce que nous on peut voir, de ce qu'on peut analyser de la saga Star Trek. Ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez qu'on organise un événement particulier ce samedi 10 septembre prochain. Donc ça sera sur le film Star Trek First Contact parce qu'il s'agira de projeter le film de Jonathan Frakes dans une salle de cinéma, puis dans la foulée d'enregistrer notre podcast d'analyse devant le public, c'est-à-dire ceux qui viendront, peut-être vous. Alors le lieu, l'info de la semaine, c'est que le lieu a été trouvé. Il s'agira du Club de l'Étoile, à 2 pas de la place de l'Étoile à Paris. Alors les transports et les parkings sont au moins à 2 minutes à pied, histoire que ce soit vraiment facile d'accès pour tout le monde et surtout pour les non-parisiens, qu'on espère bien sûr nombreux. Alors le choix du film Star Trek First Contact, c'est fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça s'inscrit bien sûr dans notre série de podcasts dédiés à la saga cinématographique de Star Trek, et aussi ça sera notre premier contact entre tout notre équipage de podcasteurs et vous, le public. Donc forcément c'était logique, et puis c'est aussi parce que c'est le film qu'on sait que tout le monde sera d'accord pour kiffer. Il n'y aura pas trop de haters sur ce film-là normalement, ça serait bizarre qu'il y en ait, et s'il y en a, ça serait une minorité, on sera quand même ravis de savoir pourquoi ils aimeraient pas ce film et qu'ils seraient venus le voir d'ailleurs. Et surtout, d'après notre panel d'intervenants, c'est le film-là qu'on avait élu comme étant le meilleur de la franchise. Une petite question, Guigui, est-ce que Star Trek First Contact c'est la même chose que Star Trek First Contact ou c'est une version alternative ? Alors ça, Romain, tes téléchargements sur internet, je pense que tu devrais les garder pour toi. Il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, s'il te plaît. Excusez-nous les jeunes auditeurs, mais c'était une question légitime, je me posais vraiment la question. D'accord. En tout cas, pour réaliser donc First Contact, cet événement sur le film First Contact, nous allons réaliser donc en avril un financement participatif afin de pouvoir financer tout ça en prévendant donc des places à 12 €. Et ça sera bien sûr à ce moment-là qu'on reviendra vers vous pour vous dire les gars, c'est le moment, allez-y, parce que cet événement on le réalise pour vous, mais on va aussi le réaliser avec vous donc. Et bref, donc il y en a plein d'autres choses en route qu'on continuera de vous détailler chaque semaine, et vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Et donc maintenant, c'est le moment de me tourner vers Sean pour lui demander, Sean, quel a été ton premier contact avec Star Trek, justement ? Ouh là là. C'est la question qu'on pose à tout le monde. Ouais, mais bon, je m'en rappelle pas. J'ai comme toujours vécu avec ça. Mais c'est-à-dire t'as quel âge en fait ? Là j'ai 29 et c'était ma mère qui a regardé ça quand... elle a regardé ça depuis... Peut-être pas depuis les années 60, mais elle a regardé ça vraiment depuis longtemps. Je pense qu'elle a regardé les reruns de TOS à l'époque. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais du Voyager à la maison, puis du TNG, puis il y avait tout le temps ça à la télé, puis je regardais ça avec ma mère. Donc j'ai pas vraiment de souvenir de quand est-ce que j'ai commencé à regarder ça. Je pense que j'ai juste regardé ça tout le temps, depuis
depuis que je suis un bébé, quoi. En fait, t'as vécu en Nouvelle-Zélande et maintenant t'es au Québec, mais à cette époque-là, vous étiez où exactement? Ben là, on était en Nouvelle-Zélande. Les 12 premières années de ma vie, j'étais en Nouvelle-Zélande. Les 12 suivantes, j'étais en France. Puis depuis ce temps-là, je suis au Québec. Donc du coup, quand vous étiez en Nouvelle-Zélande, j'imagine que Star Trek devait, comme c'est un pays anglophone, sans doute être facilement d'accès. Mais quand après tu étais en France, j'imagine que c'était plus compliqué. C'était devenu plus compliqué à trouver, mais ma mère, elle a commencé à... on n'avait plus la télé à ce moment-là, on avait juste un lecteur DVD. Et on s'achetait des DVD qui nous plaisaient. Donc du coup, ma mère est allée à la Fnac, puis elle a commencé à commander toutes les séries, les coffrets. Puis je pense que ça a même commencé avec une collection DVD que t'achetais, tu sais, toutes les semaines en magazine, là. Ils avaient fait une édition TOS de ça, ouais. Fait qu'elle a commencé à acheter la série originale comme ça. Donc je regardais la série originale avec elle. Donc je pense que j'ai découvert la série originale à mes comme 12-13 ans avec ça. Et après, on a tout acheté, elle a tout acheté en ordre, là. Donc sauf la série animée. On peut dire que du coup, dans ta famille, tu as la nouvelle génération de fans de Star Trek en fait. Oui. Moi, ma préférée, c'est ma série préférée, puis la série qui m'a élevé un petit peu plus que TNG, c'est comme Voyager. Parce que je sais pas pourquoi je regardais, c'était toujours Next Generation, c'était toujours Voyager, mais pour une raison ou une autre, je pense que peut-être c'était parce que la série, elle est un peu plus jeune, plus dynamique peut-être, les personnages sont peut-être plus jeunes, tout le monde est plus adulte dans Next Generation, je pense, mais du coup c'est vraiment Voyager qui m'a plu le plus, là. Et pas Deep Space Nine? Deep Space Nine, j'ai découvert ça plus tard. Du coup, j'avais comme 14 ans quand j'ai regardé Deep Space Nine pour la première fois. Et non, c'est pas une série qui... elle me plaît pas autant. Je suis pas mal d'accord avec les gens quand ils disent que c'est la meilleure. Parce que je trouve que d'un point de vue technique, puis d'un point de vue comme au niveau de l'écriture, c'est probablement la plus haute qualité que tu puisses trouver dans Star Trek, mais c'est pas ma préférée. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne Star Trek et de parler, d'analyser et de réaliser d'ailleurs une magnifique infographie des timelines dans Star Trek? C'est à toi qu'on doit ça? Oui, c'est à moi puis un ami à moi qui n'existe plus online. Il est parti parce que online des fois c'est dur, là. Mais non, moi je suis pas du tout Photoshop, c'est juste que moi comme on est co-créateur là-dessus, là, j'y donne des idées où j'explique ce que je veux, puis c'est lui qui exécute. Mais oui, j'essaie de simplifier Star Trek, puis c'est vraiment ça le but de ma chaîne. Récemment c'était devenu beaucoup des reviews, mais je vais un peu arrêter ça, je vais arrêter les reviews par épisode parce que il y a trop. Ça prend du temps, oui. Le but, c'est vraiment, à la base, ce que je voulais faire, c'est que je voulais expliquer Star Trek pour les gens qui connaissaient pas. Parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, tu peux trouver des centaines de chaînes qui vont t'expliquer Star Wars, des centaines de chaînes qui vont t'expliquer n'importe quoi sur Marvel, mais personne parle de Star Trek. Ou du moins, personne parle de Star Trek pour les gens qui ne l'ont jamais vu. Tu tombes sur des chaînes YouTube, puis ils analysent en détail des vaisseaux, etc. On s'en fout. Je sais pas qu'on s'en fout, mais c'est quelqu'un qui vient de commencer. Il est pas intéressé par ces choses-là. Il veut savoir globalement, c'est qui des Klingons. Globalement, c'est quoi les Vulcains, qu'est-ce qui se passe. Du coup, j'ai essayé de faire une chaîne un petit peu comme ça, qui pouvait expliquer sans être trop intimidant, sans spoil trop de choses non plus. Voilà, c'était vraiment ça le but. Ouais, ta chaîne est vraiment très réussie, je te félicite. Alors moi, je t'avoue, comme je suis pas super anglophone, je peux pas trop vraiment suivre, mais j'en ai regardé quand même quelques-unes et en mettant des sous-titres, j'ai pu quand même comprendre. Mais j'invite donc tout le monde à aller voir donc ta chaîne Trek on the Tube, qui est vraiment très très réussie à ce point de vue. Et du coup, avant de passer justement dans la zone... avant de parler de Discovery, on va faire une petite pause parce qu'on va faire un point Picard, parce que la semaine prochaine, on a quand même la saison 2 de Picard qui commence. Et en fait, moi en tout cas, je suis très impatient parce que j'avais plutôt bien aimé la saison 1, même si évidemment, il y a pas mal de réserves. On a fait des tonnes de podcasts, donc on a au moins 12-13 heures d'analyse là-dessus. Vous pouvez aller les réécouter si vous voulez. Et donc on va faire un point Picard pour se pencher sur les épisodes qui seraient intéressants de découvrir ou de revoir avant cette fameuse saison 2. Et bien sûr, j'ai donné cette mission à notre Romulin Romain Brami. Ouais, merci Guigui, c'était un exercice intéressant. Alors avant de commencer, je précise que je n'ai vu que le trailer de Picard, j'ai pas été dans les fins fonds de Reddit pour essayer d'avoir des spoilers sur la saison, donc je me base uniquement sur la minute 30 qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, ce qui est pas énormément d'infos. On sait en gros 3 choses. On sait que la série va parler de voyage dans le temps, on sait qu'elle sera en présence de Q, et on sait qu'elle sera en présence de Guinan. Donc je me suis un petit peu basé sur ces 3 éléments-là pour vous faire une sélection d'épisodes. La sélection va
essentiellement porté sur Q, qui est l'un des personnages les plus importants de Star Trek The Next Generation et qui a priori sera l'un des personnages phares de la nouvelle saison de Picard. Bon, c'est assez simple, hein. Il faut voir de toute façon le premier épisode de Star Trek The Next Generation et le dernier épisode de Star Trek The Next Generation qui font presque un gros ensemble. Donc le premier épisode qui s'appelait Encounter at Farpoint, le dernier qui s'appelait All Good Things. Dans ces deux épisodes, Q en fait fait le procès de l'humanité. Il explique que l'humanité est condamnée à faire le mal en quelque sorte, et la mission de Picard c'est de lui prouver que l'humanité est capable de bien mieux, que l'humanité a progressé. Et voilà, l'humanité c'est un petit peu le jouet pour Q, mais un jouet auquel on sent quand même qu'il s'attache. Des fois on se pose même la question de savoir s'il ne la sauve pas d'une certaine façon. Donc ces deux épisodes sont absolument essentiels. D'ailleurs je vous parle du procès, il y a une phrase dans le trailer où Q dit à Picard: le procès ne se termine jamais, donc on sent qu'il y aura une connexion directe à cet aspect-là de l'histoire. Mais il lui dit un truc du style est-ce que vous vous souvenez la dernière fois, ce que je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, le procès ne se terminera jamais. Ça se termine jamais, exactement. Ce qui doit être une phrase de All Good Things vers la fin, si je dis pas de bêtises. Et il y a deux autres épisodes du Q dont j'aimerais vous parler parce qu'ils vont être également liés à cette saison. Le premier s'appelle Q-Woo, c'est un épisode de la saison 2 de Star Trek The Next Generation. C'est un épisode où on découvre les Borg pour la première fois. Donc Q envoie l'Enterprise à l'autre bout de la galaxie dans le cadran Delta, et ce faisant, il les fait se confronter pour la première fois aux Borg. Quand je vous dis que Q sauve l'humanité, je me suis toujours posé la question en voyant cet épisode. En le faisant, certes, il menace Picard, mais est-ce que d'une certaine façon, il aide pas l'humanité à se préparer à une future invasion Borg qui interviendra plus tard dans le meilleur des deux mondes. Donc voilà un épisode que moi j'aime beaucoup et qui est de façon historique, hein, puisqu'il introduit les Borg. Le deuxième épisode, qui est également un Q-épisode que je vous recommande vivement, il s'appelle Tapestry. C'est un épisode de la 6e saison, c'est le 15e épisode de la 6e saison. C'est un épisode dans lequel Q fait s'imaginer à Picard ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait fait d'autres choix dans sa vie. Je pense également que ça va être un épisode important pour cette nouvelle saison, puisque a priori cette nouvelle saison va raconter un épisode qui se passe dans le passé, mais dans un passé alternatif, dans un passé où il se serait passé des choses différentes. Donc je pense que ça va être un épisode très très intéressant à revoir avant de commencer Picard. Un dernier épisode qui n'est pas lié à Q, qui va être plus lié à Guinan, mais qui va être également, à mon avis, beaucoup lié à cette nouvelle saison, c'est évidemment l'incontournable Yesterday's Enterprise, la saison 3, épisode 15, qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur et qui est généralement dans tous les top 5 des épisodes de Star Trek The Next Generation. Donc c'est aussi une histoire d'univers alternatif. L'Enterprise, d'un seul coup, suite à une sorte de faille temporelle, devient un vaisseau de guerre dans un univers beaucoup moins optimiste que l'univers Star Trek habituel, et on se rend compte que tout remonte à un moment très précis du passé dans lequel un événement aurait dû avoir lieu et n'a pas eu lieu. C'est un épisode génial, c'est un épisode où Guinan est importante parce que c'est elle, quand l'Enterprise se retrouve dans cette réalité virtuelle, dans cette réalité alternative, c'est Guinan qui sent en fait que quelque chose ne va pas. Et si vraiment Picard dans la nouvelle saison lui aussi se retrouve dans une sorte de réalité alternative, peut-être que ça viendra également de Guinan, peut-être que c'est elle qui lui dira t'as raison, il se passe quelque chose. Donc le rôle de Guinan, à mon avis, va être très très important dans cette saison de Picard. Et puis bon, on vous en avait déjà parlé pour la première saison, mais évidemment Star Trek Picard et la présence des Borg est fort importante. Je vous conseille toujours de revoir Star Trek Fist Contact, le film préféré de Guigui. N'attendez pas, si vous l'avez jamais vu, notre événement du 10 septembre, voyez-le tout de suite si vous l'avez jamais vu, et puis revenez le voir avec nous sur ce grand écran en septembre à Paris. Mais je me posais une question, Romain, l'épisode où Guinan et Q se croisent et où on apprend que Q craint Guinan, ce serait pas dans Q-Woo justement ? Ou c'est dans un autre, je me souviens plus. Ouais, cette scène m'a toujours, où ils font les espèces de gestes de tigre comme ça. Ouais, un peu bizarre, ouais. C'est peut-être dans Q-Woo, j'ai un petit doute. Sean, tu te rappelles de cette scène, dans quel épisode c'est ? Ouais, mais il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est Q-Woo. Ouais, je pense que c'est Q-Woo. Donc il y a un passif entre ces deux personnages qui n'a jamais été expliqué. J'espère que cette saison 2 de Picard sera l'occasion peut-être. Il y a un passif qui, pour moi, relève presque du... Je sens que l'équipe de Yves va s'énerver quand je vais dire ça, mais relève presque du plot hole, en fait, du trou scénaristique, parce que Q, c'est un être omniscient dans Star Trek, c'est-à-dire c'est quasiment un dieu. Guinan, on n'a quand même pas cette impression, et dans Star Trek Generation, on se rend compte qu'elle a été piégée dans le Nexus, blabla. À part cet épisode, on n'a jamais l'impression que Guinan est un être aussi puissant que Q. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu tangent. Je suis d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord.
C'est comme dis-nous pourquoi. clairement, elle a comme 700 ans, ou son père avait 700 ans. Guinan, n'oubliez pas qu'elle était sur Terre en 1800, là. C'est vrai. Oui, parce que son espèce donc vit extrêmement longtemps. Ouais, son espèce vit extrêmement longtemps. Non seulement, en plus, tu parles de l'épisode Yesterday's Enterprise, comme c'est la seule qui arrive à genre littéralement sentir. Elle a une comme nous, on arrive à voir des choses. Elle a littéralement ressenti que l'univers au complet ou la timeline où il s'est passé quelque chose a changé. C'est comme, je pense qu'elle a des pouvoirs qui sont vraiment assez puissants. Puis même si c'est pas explicite, je pense que c'est quand même bien montré. C'est juste qu'effectivement, ils nous ont jamais vraiment mis ça comme noir sur blanc. Voilà, elle est comme ça, son espèce est comme ça, mais je pense que c'est... Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je me suis toujours dit qu'en fait, c'était par rapport à ce qui lui était arrivé dans le Nexus, dans le film Génération, où elle nous explique qu'il y a une partie d'elle qui est restée dans le Nexus. Ce qui fait que si tu as une partie de toi qui est dans une espèce de dimension alternative où le temps n'existe pas, peut-être que justement ça te donne la capacité de pouvoir voir les altérations temporelles. Voilà, c'est ma petite théorie perso, on verra bien ce qu'il en est. Est-ce que tu penses que j'ai oublié des épisodes Guigui par rapport à... En fait, moi je dirais quand même, si on devait être un peu plus exhaustif, c'est regarder tous les épisodes avec Q, tout simplement. Et pour ça, c'est assez facile, il suffit d'aller sur Netflix et de regarder tous les titres des épisodes où il y a un Q dedans, la lettre Q. T'as vu le nombre de saisons qu'il y a ? T'as vu comment le bordel de Netflix... non, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Des épisodes de Q, il y en a à peu près un par saison ou deux. Il y en a quelques saisons, il y en a deux. 25 épisodes par saison, c'est hyper long. Oui, mais non, mais tu fais défiler la liste. Dès que tu as un Q qui apparaît, tu sais que c'est là que tu dois regarder, quoi. Donc tu en as à peu près, je crois qu'il y en a une 13 ou 14 des épisodes en tout avec Q. Si on compte Deep Space Nine et Voyager, je crois que Deep Space Nine, il n'y en a qu'un. Voyager, il y en a 3. Et il me semble que si on compte donc les deux doubles épisodes de début et de fin, ça doit faire à peu près 13-14 épisodes en tout à regarder. Celui sur Deep Space Nine est plutôt dispensable, mais celui sur Voyager, il est plutôt intéressant parce qu'il note une évolution justement de Q et du Continuum Q. Donc Continuum Q, c'est on va dire l'espèce d'endroit d'où viennent les Q, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, même si on en suit un en particulier. Et justement dans Voyager, ce continuum justement est altéré parce qu'il y a un Q qui veut mourir, comme c'est des êtres omniscients, omnipotents et virtuellement immortels. Il y en a un qui trouve que c'est trop long et qui voudrait mourir, et du coup c'est ça qui va modifier profondément le continuum jusqu'à où Q va chercher à enfanter en fait. Et donc voilà, c'est des épisodes qui sont plutôt intéressants. Tu me fais penser que j'ai oublié de citer un épisode que je voulais citer dans les épisodes à revoir. C'est un épisode de Voyager, c'est le dernier épisode de Voyager, Endgame, qui risque lui aussi d'être important, puisque l'on sait que la Reine Borg sera présente dans cette saison également, et que la dernière fois qu'on voyait cette Reine Borg, c'était dans Star Trek Voyager et dans Endgame, en fait, puisqu'elle était vaincue par Janeway et son équipe, ce qui leur permettait de revenir dans le présent. On la croyait même détruite, voire morte dans ce dernier épisode, donc ça sera intéressant de savoir si ça va être adressé dans Picard, s'ils vont nous expliquer comment le continuum, comment le collectif Borg et comment la Reine Borg a survécu suite à Endgame. Très très intéressant, voire même s'il y aura on espère toujours des guests dans Star Trek Picard, et on pense que tout n'a pas été montré dans les bandes annonces, on l'espère en tout cas, donc voir ce que ça va donner en termes de présence de Janeway par exemple. Ça serait top, hein. J'avoue que là je serais super chaud de revoir Janeway en live action après l'avoir tant adoré dans Prodigy. Maintenant on va passer donc directement à Discovery, savoir où est-ce qu'on en est, et justement Marie-Paul, toi sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé donc de l'épisode dont on va parler avec spoiler, donc c'est l'épisode de la semaine, mais surtout qu'est-ce que tu as pensé des deux précédents, l'épisode 8 et 9 des semaines passées? Tu peux y aller, hein, en toute franchise. C'était chiant. Franchement, ils auraient pu faire les 2 épisodes en un déjà, ça aurait été pas mal. L'épisode, même si ça déroule des trucs, même si ça déroule des choses des couples qu'on voit et dans le 8 et dans le 9, et que ce soit des couples de personnes qui sont ensemble ou des couples de personnages qui voyagent ensemble, sincèrement ils auraient vraiment pu faire ça en plus raccourci. La scène du jeu de poker a été longue
et assez pénible, même si on voit plus de Roshekun dans l'épisode 8 qui était cool parce que je trouve que c'est un personnage qui est hyper chouette et qu'on voit pas assez, mais là elle était pas ouf la manière dont ils l'ont traitée, même si on voit qu'elle est battante et qu'elle a envie d'en démordre, etc. Enfin c'était un peu idiot, voilà, c'était heureusement que l'épisode 10 est arrivé quoi, parce que sinon pourtant je regarde maintenant, j'ai regardé Discovery en faisant du sport, en faisant du vélo chez moi et même j'ai envie de changer de chaîne quand l'épisode ou le 8 et le 9 j'arrivais pas à me motiver pour faire du vélo pour regarder les Star Trek quoi. Donc c'est un peu c'est pas foufou, mais là l'épisode d'aujourd'hui a relancé la machine. Je trouve que c'était quand même vachement mieux. Je sais pas ce qui se passe, faut qu'ils arrêtent de faire des bouche-trous en fait, des épisodes bouche-trous quoi. Et toi, Sean, qu'est-ce que tu as pensé des 2 épisodes précédents et puis sans spoiler de celui de cette semaine? Très sincèrement, vous me prenez vraiment de court quand c'est Discovery. Pour être très franc, parce qu'on se connaît pas, moi j'ai toujours beaucoup à dire sur Star Trek. Mais là, cette saison de Discovery, j'ai comme rien à dire dessus parce qu'il se passe absolument rien. Puis j'ai littéralement l'impression de regarder comme mon fond d'écran. Il y a 2 styles de séries dans ma vie. Il y a les séries où je m'assois puis je la regarde. Puis la deuxième sorte de série où je plie le linge, je fais la vaisselle. Puis Discovery est vraiment devenu une série où je plie le linge puis je me retrouve à scroller sur Twitter à côté sur mon deuxième écran parce que mon Dieu, j'ai dû aller relire le résumé de l'épisode 8 parce que je m'en rappelais absolument pas. Mais oui, effectivement, c'est un épisode de Star Trek qui traite sur les idéaux de Starfleet, évidemment, où on s'en va jouer au poker, puis tabasser des gens dans un ring. C'est fantastique. Donc j'ai vraiment pas aimé ça. Puis l'épisode d'après, il se passe rien pendant un bon 45 minutes. Là. Fait que c'est passionnant. Là. C'est pas des épisodes qui m'enchantent vraiment au niveau de l'histoire, on va dire. Sinon, au niveau d'un plan de vue technique, etc., la réalisation, si vous voulez parler de tout ça, oui, il y a quand même, tu sais, il y a de l'argent qui est mis dans la production, mais sinon... Puis cet épisode-là, je veux dire, c'est pas tout horrible, évidemment, hein, mais après, cet épisode-là, le dernier, moi, ça a pas vraiment relancé la machine pour moi. J'ai l'impression que l'histoire avance un peu plus, ce qui fait qu'effectivement, ça donne un point positif à cet épisode-là. C'est comme on avance enfin dans l'histoire, mais les 3 derniers épisodes, le 8, 9, 10, ils auraient pu être condensés en... Quasiment en un, hein, si on y réfléchit. Bon, et sinon, ton rapport avec Discovery, en règle générale, il est comment? Tu nous as dit que Voyager, c'était ta série préférée, par exemple. On a parlé un peu de la Discovery, c'est celle que j'aime le moins de tous. Puis je suis pas sur tu sais le train des haters qui existe en ligne, comme quoi c'est la pire chose qui existe au monde, puis ça devrait pas s'appeler Star Trek. Je suis pas non plus à ce point-là. Puis j'essaie toujours de trouver quelque chose de positif ou quelque chose qui me plaît dans les épisodes, parce qu'il faut pas exagérer. Il y a des épisodes de Discovery, je trouve, sont vraiment très 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 bons. C'est juste que là, je trouve qu'on est rendu à un point où, comme chaque saison, la première, la deuxième, la troisième, même s'il y avait des choses qui me plaisaient pas, je trouve que chaque saison essayait quand même d'être différent et de faire quelque chose d'assez nouveau. Cette saison-là, la saison 4, je trouve qu'elle apporte littéralement rien à rien. Ça apporte rien à Star Trek, mais ça apporte rien à la télévision de manière générale. C'est comme ils sont pas nouveaux dans la science-fiction, ils sont pas nouveaux dans la manière de faire une série, ils sont pas nouveaux dans leurs personnages. C'est vraiment juste, on va faire la saison 3 une deuxième fois. Mais est-ce que, alors ça c'est une question un peu plus large, mais qui mériterait peut-être un podcast à part entière, mais est-ce que Star Trek a déjà vraiment innové formellement? Je suis pas certain de ça, moi. J'ai toujours la sensation que peu importe les époques, Star Trek a toujours été dans le haut du panier de la production audiovisuelle, mais sans forcément innover et être... les premiers surtout, quoi, que ce soit en termes d'écriture, de narration, mais aussi de production. Star Trek, comme assez original, a innové dans presque tout, là, comme des concepts comme les trous de verre, ça n'avait jamais été vu à l'écran, il me semble, avant Star Trek. Par exemple, tu vois, moi, il y a une série que je compare beaucoup à la Star Trek, qui avait aussi une valeur de production un peu similaire, avec des choses un peu... fantasmagoriques, un peu exagérées, etc. Mais qui était donc pas de la science-fiction, qui était même s'il y avait un peu de SF, mais il y avait aussi un peu de fantastique, des choses comme ça, mais c'était un peu une série un peu similaire. Et donc du coup, pour moi, il y a eu un avant et après Star Trek, mais il n'a pas été si évident que ça, puisque la série n'a pas décollé immédiatement, et que les choses qu'elle a mis en place
Tu vois, c'est pas été si innovant frontalement en termes de forme comme aurait pu l'être un Twin Peaks ou un X-Files par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, je suis juste pas d'accord. Je trouve que genre l'impact de la série originale a été comme énorme sur le monde entier. Genre ça a littéralement créé le concept du fandom, tu sais. Puis genre Next Generation aussi, ça a littéralement montré que tu pouvais refaire la même chose. Genre tu pouvais continuer une licence comme ça à la télé juste en prenant d'autres personnages mais en gardant le même nom. Puis après Doctor Who était pas précurseur par rapport à Star Trek sur ça? C'est ce que j'allais dire, il y a Doctor Who, il y a aussi le prisonnier qui est d'un côté des fandoms. Star Trek n'était pas tout seul. Et pas forcément le premier surtout. Donc moi j'ai toujours l'impression que Star Trek c'est toujours le haut du panier, mais dans toutes les époques. Et encore maintenant, tu vois, par exemple en termes de valeur de production, de la qualité de ce qui est montré, c'est pas les précurseurs. Avant il y avait Game of Thrones par exemple, et puis bon il y en a plein maintenant. Et eux ils font partie donc de ce haut du panier, mais c'est pas les précurseurs. Et moi je l'ai jamais vu comme ça en fait. Après on a peut-être une liaison un peu biaisée parce que en France la série est arrivée très tardivement. Mais moi j'ai toujours eu cette sensation en tout cas. Oui, peut-être que pour Sean c'est différent aussi, étant donné que lui il a grandi, que c'est une histoire d'amour familial, que c'est, tu vois, peut-être qu'effectivement étant en France c'est un petit peu différent par rapport aux pays anglo-saxons quoi. Ouais. Ça mériterait d'être creusé dans un podcast à part, je pense, avec Romain Nigita par exemple, pour explorer un peu l'histoire de la télévision et voir si je dis de la merde ou pas quoi. Et toi Romain, qu'est-ce que t'en as pensé de ces 2 derniers épisodes et celui de cette semaine? Alors, je me retrouve complètement dans les mots de Marie-Paul et de Sean. Je pensais que j'allais être super original ce soir en me disant que, pendant que je regarde Star Trek, je fais d'autres trucs, ce que je n'aurais jamais envisagé faire le passé en imaginant regarder une série Star Trek. Ça a été dit, la même chose a été dit par Marie-Paul et Sean, donc je n'ai pas été original sur ce coup-là. Ceci étant dit, oui, je me suis beaucoup ennuyé sur les 2 derniers épisodes. Et sincèrement, sur le dernier, non, en fait, alors je suis comme Sean, ça me passe tellement au-dessus de la tête que j'ai un peu de mal à me rappeler de quel épisode, mais en tout cas, l'épisode qui se passe au casino, là, j'ai vraiment eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter ma télé en fait, et c'est très chaud pour moi. Enfin, je veux dire, je regarde beaucoup de mauvaises séries et c'est vraiment rare que je me dise vraiment, t'imagines, j'ai même vu The Witcher quoi, pour te dire à quel point je regarde des mauvaises séries, et c'est quand même très rare que je me dise franchement, je suis en train de souffrir, je m'emmerde, j'ai envie d'aller jouer à un jeu vidéo, j'ai envie d'aller voir ma fille, j'ai envie de faire autre chose quoi, tu vois, et n'importe quoi d'autre, et c'est très rare que ça m'arrive, et je souffre, et franchement, pour moi, c'est la pire saison de Discovery. Voilà, c'est pas une série qu'on a toujours défendue, mais c'est pas non plus une série qu'on a toujours défoncée. On nous l'a reproché parfois. Pour moi, c'est la pire saison de Discovery. Je trouve qu'elle n'a rien à raconter. Le peu qu'elle a raconté, elle le raconte mal. Et ce n'est que souffrance, en fait, cette saison. Et d'une certaine façon, c'est la plus impardonnable parce qu'il y avait tellement de choses à raconter dans ce nouvel univers qu'ils ont créé. C'est presque impardonnable pour moi ce qu'ils sont en train de faire avec cette saison. Ceci étant dit, en effet, l'épisode 10 est arrivé. L'épisode 10 qui a le grand atout de faire avancer l'histoire. Donc oui, forcément, c'est un peu plus entertaining que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est de développer enfin le personnage de Tarka, mais plutôt pas mal en plus, avec une histoire que j'ai trouvée assez touchante et plutôt bien écrite pour le coup. Mais tu te dis, mais pourquoi avoir attendu 10 épisodes pour faire ça en fait finalement, tu vois, qu'est-ce que ça amène au personnage de le faire aussi tard dans la saison, au moment de la résolution de la série? Pourquoi ne pas avoir fait depuis le début? Il se livre pas facilement, il a un mur de défense. Mais tu vois, ça aurait été vachement intéressant d'avoir ce personnage ambigu, et du coup, t'aurais pas eu les méchants contre les gentils, tu vois. Du coup, le personnage de Burnham lui-même serait devenu plus ambigu, puisqu'elle s'opposerait à un personnage qui est fondamentalement sympathique, en tout cas qui fait les choses pour de bonnes raisons. Et, tu vois, c'est marrant de se priver d'une ambiguïté morale sans aucune raison, en plus. Enfin, je veux dire, il y avait aucune raison d'attendre aussi longtemps pour nous raconter l'histoire de ce personnage, quoi. Donc voilà, et j'ai apprécié cet épisode, mais d'une certaine façon, ça m'a encore plus énervé sur le reste, parce que je me dis, enfin, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Vous avez rien à raconter, donc le peu que vous avez à raconter, essayez de le raconter tout de suite, quoi. Enfin, vous voyez, donnez-nous des trucs à bouffer, quoi. Enfin voilà, donc très très énervé, et il y a un truc que j'ai trouvé assez anecdotique ah non, on est dans la zone no spoiler, pardon. Ouais, si, il y a un petit truc que je voulais juste rajouter. Ils sont tous trop polis et trop gentils, tous les uns et les autres, avec les autres. C'est assez perturbant. Ils sont extrêmement bienveillants, mais genre trop, ouais, c'est clair. Je me suis fait cette réflexion aussi avec Stamets, avec Adira par exemple. Je fais bon, il y avait rien de spécial. Enfin, pour moi, il y avait pas de sujet de conversation en fait. Ils avaient envie de dire des trucs pour dire des trucs.
parce que oui, voilà. Mais en tout cas, bon, je suis content de revoir Adira et justement, ça me fait penser que c'est ce que tu dis, Romain. Moi, je trouve que c'est pire encore par rapport à ce que tu dis, c'est que ici, ils ont des trucs à raconter. Mais ils racontent pas les trucs qu'ils devraient raconter. Je reviens encore sur Grey. Je suis toujours scandalisé d'avoir ce personnage qui avait un potentiel incroyable de développer des histoires de SF super intéressantes avec un interprète vraiment génial et tout ça pour rien en fait, parce qu'on le dégage en disant je retourne sur ma planète, allez salut, je vous donnerai des nouvelles de temps en temps quoi. Pourquoi? Passe-nous dans la zone spoiler là, parce que j'ai envie d'enchaîner sur un autre truc qui est totalement lié à ce que tu es en train de raconter. D'accord, on va faire ça, mais juste avant, c'est juste pour vous dire que j'avais fait un petit sondage sur notre Twitter pour demander si on demandait aux auditeurs si on était trop sévère ou trop souple avec Star Trek Discovery. 29,6% ont dit qu'on était trop sympa. 44,4% ont dit que ça va, vous êtes juste. Bon, ça va, c'est la majorité. Et il y a seulement donc 25,9% qui ont dit qu'on était des gros haters. Voilà, c'était juste pour dire. Après, faites-vous votre opinion, savoir est-ce qu'on dit de la merde ou pas. Je veux juste rajouter un petit truc avant de passer dans la zone spoiler. Là. Je pense parler pour vous aussi, mais corrigez-moi. Quand je m'énerve et quand je critique une série, surtout Star Trek, c'est pas parce que je la déteste, c'est parce que j'aime Star Trek. Puis ça me rend triste de voir quelque chose qui a autant de potentiel et les 3 épisodes qu'on a là, ils sont comme ça. Puis ça m'énerve un peu. Puis ça me rend triste parce que ça pourrait être tellement mieux. Puis c'est vraiment, ça vient du cœur, puis ça vient d'un amour en fait. C'est pas parce que je déteste ou parce que j'ai envie que la série se casse la gueule, au contraire. J'ai envie que ça se passe bien, puis j'ai envie d'avoir du bon Star Trek, puis du coup ça me rend triste. Voilà. Mais je pense que c'est ça la différence entre le hater et le critique. Le hater, il espère que ça foire, en fait. C'est-à-dire que moi, je vois des haters en ce moment, je pense à une personne en particulier, un Américain assez connu dans le monde de Star Trek, il parle de Picard, il espère que ça va être nul, si tu veux. Il attend que ça soit nul, il veut que ça soit nul, en fait. Limite, si la série était bien, il serait déçu. Moi, c'est pas du tout mon approche, mais même avec Discovery, même après 4 saisons, et même encore quand la 5e arrivera, je continuerai de vouloir m'amuser, tu vois ce que je veux dire, et je continuerai d'être là au rendez-vous, quoi. C'est ça, pour moi, la différence. C'est bien dit, tout à fait d'accord. Mais en tout cas, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler. Admiral, it's my constitutional duty to inform you that I'm transferring power to the Vice President. Excuse me? I'll be joining the mission. Madam President, I was the Federation's top ambassador for 20 years. Given the complexities that we'll face, I believe my skills will be needed. they're leaving the galaxy. We've never done that. You know as well as I do, Discovery might not be coming back from this. Which is why I am counting on you to support the Vice President in my absence. However long it may be. Myra, you are the Federation now. What your presence means, what you represent... makes it all the more crucial that I be there when we make contact. Warning. Donc le 10e épisode de cette saison 4, intitulé La barrière galactique, a été écrit par Anne Caulfield Sanders, qui a écrit par exemple, entre autres, le culte épisode Pegasus dans Galactica. On recevait Draven de Galactifrac la semaine dernière, donc petit clin d'œil, et il était dirigé par Deborah Kampmeier. Putain, c'est vraiment dur. Sean, aide-moi. J'arriverai pas à le dire. Elle s'appelle Deborah Kampmeier. Je suis pas sûr que ça soit anglo-saxon comme nom en plus, pour le coup. Ouais, tu crois? Bah écoute, moi je te dirais que moi je prononcerais ça comme Deborah Kampmeier, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Ça me paraît... Bah, si vous connaissez la bonne prononciation, peut-être tu vas nous dire, toi, Marie-Paul. Deborah Kampmeier. Ah, ça sonne mieux quand c'est toi qui le dis. Merci beaucoup, Marie-Paul. Donc cet épisode nous montre effectivement la capitaine Burnham et son équipage qui doivent aller où peu sont allés auparavant, parce qu'il n'y avait que Kirk avec l'Enterprise, il me semble, dans la série classique, qui va au-delà de la barrière galactique, au-delà, qui sort de la galaxie, qui sort de la Voie lactée. Moi, c'est un truc que j'ai toujours attendu dans Star Trek, enfin de revoir en tout cas, et moi du coup je trouve ça plutôt intéressant. Et pendant ce temps-là, donc on a Book qui apprend la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Ruon Tarka. Picard sort pas de la galaxie dans le 2e ou 3e épisode de la saison 1 avec le Travelers, tu te rappelles de cet épisode? Il y a ça aussi, ouais, t'as raison, exact. Oui, mais il passe pas comme la barrière galactique en soi. Ouais, il passe pas à travers. Ils se font juste mettre à un endroit. Ouais, ils sont propulsés en dehors, ouais. Ouais, c'est ça.
Alors que là, c'est vraiment la deuxième fois à l'écran qu'on rencontre cette espèce de barrière galactique, un concept science-fiction là, qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est quoi la première? Parce que dans la série classique, on en parle. Non, dans la série originale, ils y vont. On voit la barrière. On la voit? Ah, je me souvenais pas qu'on la voyait. Ah, Ouais, d'accord. non, on la voit, elle ressemble pas du tout à ce qu'elle ressemble dans cet épisode-là. C'est comme, elle est très rose-violette. Ouais, c'est vrai, on dirait presque une nébuleuse en fait, la Ouais, c'est Galactic ça. Barrier. Il y a la série originale avec les effets spéciaux d'origine, je pense que c'est plus comme une grande bande rose-violette, mais quand ils les ont refait pour le remaster, c'est un peu plus nébuleux. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé parce qu'en fait, il y a la présidente de la fédération qui s'invite finalement dans cette équipe d'exploration. Attends, avant ça, il y a une autre scène que tu as déjà oubliée. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je te laisserai pas continuer. Tu as oublié la scène la plus importante de l'épisode. Avec Kovic. On perd un membre d'équipage dans cette saison. Ah, On Bryce. perd un membre d'équipage. Bright, qui est un personnage ô combien important, un personnage qui est présent depuis le tout premier épisode de la première saison. Au revoir Bright, à bientôt. Un personnage dont ils ont jamais raconté l'histoire, un personnage dont on ne sait absolument Si, il fait du rien, kitesurf. à qui ils décident du jour au lendemain de dire au revoir. Et finalement, c'est ça Discovery depuis le début. C'est qu'ils ont tellement rien à dire sur leur personnage, ils ne savent même pas quoi en faire, qu'au fur et à mesure les personnages disparaissent. Il y en a une qui se fait expulser d'une airlock, l'autre qui devient prof à la Starfleet Academy, le troisième qui j'ai même pas compris pourquoi il s'en va, et je sais pas, il a pas signé son contrat, quelque chose. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi je pense que si Discovery arrive à la saison 7, il ne restera que Burnham dans l'épisode, dans la série en fait. En fait, je suis en train de me dire que Star Trek Discovery, la série raconte, tu te rappelles cet épisode avec le Dr Crusher où au fur et à mesure les personnages de l'Enterprise disparaissaient les uns après les autres. C'est un de mes épisodes préférés de Next Generation. Et en fait, je suis en train de réaliser que Discovery raconte la même histoire. Je te dis qu'à la fin, il ne restera que cette bonne vieille Burnham sur sa passerelle. C'est pas Bright, c'est Bryce. Je me disais, mais de qui tu parles? Ah, Bryce. Et effectivement, je comprenais pas mais qui. Et je me disais, mais c'est qui ce personnage tout à coup, cette nouvelle Si c'est responsable de la communication. Il est là depuis le début, hein, et voilà, t'imagines. Il y a un nouveau comment il s'appelle en français le poste communication? Bah, officier des communications. Officier des communications, ouais. Tout à coup, je me suis dit, mais il y a eu ils sont ce remplaçant, il est là ce remplaçant, il est là depuis le premier épisode de la saison 4, hein, ils le disent bien, d'ailleurs, ils l'ont introduit vite fait. Mais moi, je ne suis pas persuadé qu'on ne va pas le revoir quand même, parce qu'il va travailler avec Kovic, donc le personnage joué par David Cronenberg, dont on apprend qu'il est sur un autre projet peut-être plus important. Alors, est-ce que c'est vraiment en rapport avec le fait d'essayer de communiquer de là où ils sont à travers la barrière galactique vers l'espèce 10C, ou est-ce que c'est autre chose qui pourrait être extra-série pour un truc un peu plus tentaculaire, vu qu'on parle de réalité parallèle et de trucs comme ça, on ne sait jamais, quoi. Donc oui, moi il y a un truc quand même qui me fait toujours un peu rigoler dans Discovery et qui m'embête un peu, c'est qu'en fait les mecs ils exposent des évidences par rapport à justement le fait de communiquer les communicateurs avec les biais de confirmation, etc. Mais ça c'est des choses que normalement ils sont censés tous savoir. Donc quand t'as un personnage qui commence à expliquer un truc qui est censé être évident pour les autres, c'est toujours un peu étrange. J'ai toujours l'impression que bah ouais, ils sont à côté de leur pompe en fait ces personnages. Bah, oublie pas que aussi c'est des séries qui sont faites pour les nouvelles personnes en fait qui découvrent l'univers Star Trek. Je dis pas qu'ils doivent pas l'expliquer, et c'est évident qu'il faut le faire, mais c'est la manière de le faire. Ah oui, non, c'est mal expliqué, ça, on est d'accord. Ils pourraient très bien le dire d'une manière pas comme s'ils étaient censés l'expliquer, genre tout le monde le sait, quoi. On dirait tu sais, quand t'as une révélation dans un mauvais film, t'as le méchant qui explique toutes ces Bah oui, c'est un peu ça, oui. Toutes ces raisons de pourquoi est-ce qu'il est méchant et pourquoi est-ce qu'il va tuer tout le monde et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, quoi. Et ça c'est vrai que c'était extrêmement mal expliqué. Et parce que pourtant ce qui est dit est très intéressant, quoi. C'est juste que dans l'univers de Star Trek, ils sont censés être au courant, parce que oui, les communications avec les espèces, ça fait des siècles qu'ils le font, donc bon, c'est une tarte à la crème, quoi, ce qu'il dit le spécialiste linguiste. Il arrête pas de manger d'ailleurs, ça me fait marrer. Ouais, mais en plus j'aime bien cet acteur qu'on a vu régulièrement, c'est un acteur canadien je crois, justement, qu'on a vu régulièrement dans des séries comme X-Files. Hiro Kanagawa. Ouais, il est plutôt sympa, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est un bon personnage. J'ai bien aimé son rôle en plus dans l'épisode. Oui, il est Ça marrant. pas grand chose, mais au moins il est charismatique. Donc, Ouais, il est un peu voilà. nonchalant comme ça, un peu marrant. J'aime bien. Ouais. Il est Tous les- japonais, tous les mais guests. il a grandi aux États-Unis. Tous les guests de manière générale dans Discovery sont comme bons. Parce que l'épisode qu'il y a eu il y a je sais plus combien de temps là dans cette saison où ils devaient sauver les prisonniers sur l'astéroïde, je sais pas trop quoi là, c'était comme un épisode de merde, mais leur guest Ouais. vraiment Ouais, un je suis bon acteur d'accord. là, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai vu dans plusieurs séries, puis là aussi là. Même le collègue à Tarka, je crois que c'est peut-être un jeune qu'ils ont pris là, je trouvais qu'il jouait bien, puis il se débrouille. De manière générale, je trouve que tous les acteurs se débrouillent pas mal pour ce qu'on leur donne dans cette série. Tu sais, ils aident beaucoup la série avec leur performance. Ouais, je suis assez d'accord. Donc du coup on voit donc la présidente qui part avec l'équipe d'exploration. Donc en fait le réseau mycélien, donc visiblement il s'arrête aux frontières de la Voie lactée. Alors ça, je ne savais pas que c'était une information qui avait été déjà donnée, ça je sais pas si c'est une nouveauté de l'épisode ou pas. Donc du coup, tu peux pas sauter avec le réseau mycélien en dehors de la Voie lactée. Donc du coup, ils sont obligés de faire les dernières années-lumière en vitesse de distorsion maximum. Donc ça, c'est toujours sympathique parce que moi j'aime bien ce bon vieux mode de transport. Et donc du coup, bon, ils ont des difficultés à passer la barrière galactique. Donc j'ai pas bien compris évidemment tout le techno blabla qui est donné, mais moi personnellement, c'est ce genre de truc que j'aime bien quand même dans Star Trek, même si le récit en lui-même, dans sa globalité, il est, bon, comme vous l'avez dit, il est bancal, il est creux, etc. Mais bon, moi, ce genre de séquence où, voilà, on a Burnham, elle est sur la passerelle, chacun fait son taf, et hop, là, pour le moment, on sort de la galaxie, on fait des trucs qui n'ont jamais été faits auparavant. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même sympathique. Il y a juste le truc qui m'énerve un petit peu, c'est que quand Burnham, elle donne un ordre, tout le monde répond en chœur, oui, capitaine. Je trouve que c'est un petit peu exagéré que ce soit fait à chaque fois. Mais sinon, c'est des séquences que moi, j'aime vraiment bien. Et j'ai même tendance à dire que je commence à apprécier Burnham en tant que capitaine. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui commence à être trouvé parce que quand je fais la liste des choses qui m'énervaient dans les saisons précédentes, j'ai l'impression que cette liste elle s'amenuise un petit peu, même si le plus gros défaut qui est justement les gros problèmes d'écriture que vous avez déjà évoqués reste toujours tout en haut de cette liste surlignée 3 fois. Il y a quand même plein de petits trucs que j'aime bien comme les interactions entre les personnages et puis le fait qu'on voit la passerelle, qu'on voit le Discovery faire des trucs, ça c'est un truc que j'aime bien quoi. Truc de fanboy hein, mais j'aime bien quoi. J'ai quelque chose à te dire par rapport à ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous parliez de... Discovery a une tendance à... Parce que vous parliez du fait que c'était comme tellement évident la manière... pour les personnages dans l'univers, ça devrait être très évident comment marchent les communications avec les aliens, etc. Leur procédure devrait être comme connue par tous. Donc du coup, Discovery prend toujours le temps d'essayer d'expliquer ça de manière très simple pour les gens qui regardent, pour les fans. Discovery, de manière générale, je trouve, prend toujours un peu les gens pour des cons. Alors, je sais pas si c'est je sais pas si c'est méchant ou si c'est sans faire exprès, mais ça paraît toujours un petit peu condescendant. On a toujours l'impression d'être un peu un abruti quand on regarde cette série. Ça, c'est parce que vous êtes des Trekkies et que vous avez une vraie connaissance de l'univers. Moi, je vous rappelle... Alors oui, parce que Sean, effectivement, on n'a pas dit, mais moi, je suis la newbie du podcast et je suis la newbie qui se rentrait par les prods de Abrams et qui je fais exprès de ne pas regarder. J'ai regardé les premiers films pour la série de podcasts qu'on a fait l'année dernière. Je fais exprès de ne pas regarder les autres séries. Je regarde un épisode de ci, de là. Là, pour Picard, je vais regarder ce qu'a dit Romain. Mais je découvre donc forcément plein de choses au fur et à mesure. C'est mal écrit. Ça, je suis d'accord. Ça prend un ton peut-être parfois... Ça peut paraître condescendant, mais il y a des informations qui m'échapperaient totalement, effectivement, si elles n'étaient pas dites dans Discovery. Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à un nouveau public, mal, mais ça permet aussi d'avoir... Quand tu regardes que Discovery, par exemple, parce que tu as été happé par Netflix, par l'offre, parce que la première saison, voilà, et tu as envie de continuer, que tu as envie de découvrir Star Trek, et tu dis que Discovery, ça peut être une bonne porte d'entrée, voilà, tu peux t'apprendre des trucs. Ça c'est correct par rapport au comme le techno, blabla, comme vous avez dit, correct, oui, pourquoi pas. Après, des fois, je trouve que pour la musique aussi, ils mettent toujours une musique qui veut t'informer de l'émotion que tu dois avoir sur le moment. Ils veulent vraiment... te montrer que là, faut que tu sois triste, mon pote. Tu sais, c'est comme, ok, genre, j'ai compris, là. Puis là aussi, par exemple, la Terre.
personne a jamais pensé ou parlé de la Terre dans une crise. Ils sont à 2 doigts de mourir dans tous les épisodes de 4 saisons. Personne n'a jamais pensé à dire une seule fois « Moi, j'aime Hawaï ». Mais là, comme c'est important pour Burnham puis la présidente de parler de la Terre et puis de l'importance qu'elle doit expliquer aux gens « Et la Terre est en danger », eh ben tout le monde parle de la Terre sur le Bridgeless. Du coup, c'est un peu évident la manière dont ils font ça. Puis je trouve que c'est presque un peu amateur dans la manière dont c'est écrit. C'est ça. Et puis en fait, Marie-Paul, ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que ils essayaient pas dans le passé de Star Trek, ils essayaient pas d'expliquer les technologies, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que le translateur universel, c'était un fait acquis, tu vois. Au même titre que si toi et moi demain, là on est sur Internet, je vais pas te dire, alors tu sais, Internet c'est vachement cool parce qu'en fait, grâce à des réseaux, la fibre optique, le signal va passer et tout, parce que c'est acquis, tu vois. On a Internet, on se pose même pas la question, on utilise Internet, en fait, si tu veux, quoi. Et en fait, c'est ça le problème un petit peu que je pense que veut signifier Guigui, c'est que, tu vois, ils se sentent toujours obligés des trucs qui devraient être acquis, mais acquis pour nous, acquis pour eux. Tu regardes un truc qui se passe dans le futur, tu te poses les questions différemment. Des fois, ils en parlaient, tu vois. Des fois, il y avait des races qui, le traducteur marchait pas. En fait, il y a un épisode le plus connu qui s'appelle Darmok, si je dis pas de bêtises, un des épisodes de Next Gen le plus connu où le translateur ne marche pas parce que c'est des gens qui parlent, au lieu de parler en mots, ils parlent tout en métaphore, en fait, si tu veux. Mais tu vois, ils expliquaient ça en une phrase. Ils te disaient le traducteur marche pas, ils ont une autre façon de s'exprimer, qu'est-ce qui se passe, Captain? Et le reste de l'épisode, c'est de comprendre pourquoi le traducteur ne marche pas et comment ces gens communiquent, en fait. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté très infantilisant et en plus un peu bébête finalement à expliquer des technologies qui de toute façon n'existent pas et à essayer, tu vois, de te dire oui, alors la planète se plie en deux et du coup on peut passer à travers parce que tu vois, c'est un peu couillon. En fait. Alors que par exemple, tu vois, une série comme Star Trek Lower Decks, il arrive très bien en 2-3 à faire passer des idées comme ça, en 2-3 blagues, en 2-3 phrases, quoi. Donc, ou même dans Prodigy, Prodigy, c'est le meilleur exemple. Il parle du traducteur effectivement universel à un moment. Mais c'est parce que c'est toujours pertinent et parce que là c'est par exemple justement c'est un tuto, un hologramme tuto qui explique à des gens qui connaissent pas, donc c'est tout à fait normal. Mais par exemple, tu vois, on parlait de défaut d'écriture, c'est Romain Nigita qui dit ça souvent, c'est que dans Discovery les personnages on sait pas quels sont vraiment leurs rôles. Là justement Burnham, sa capacité de xénobiologiste spécialiste et tout, ils ont mis ça sur la table pour justifier qu'elle parte en mission, mais sinon on n'en parle jamais de ce truc. Et justement dans les séries précédentes, chaque personnage avait un rôle qui faisait passer les informations très facilement. Par exemple, Data, c'était le personnage qui posait des questions et qui obligeait les autres à expliciter des concepts et des idées et des positions de personnages par rapport à d'autres aux téléspectateurs à travers Data. Donc c'était un procédé très simple mais ultra efficace et surtout pas du tout gênant dans la narration, quoi. Ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on a l'impression qu'ils savent pas faire, en fait, tout simplement. C'est un peu un Star Trek pour les nuls, Discovery, finalement. C'est un Star Trek par les nuls. C'est un Star Trek par les nuls. C'est pas un Star Trek pour les nuls. C'est-à-dire que c'est un Star Trek. Théoriquement, là, Prodigy, ce serait un Star Trek pour les nuls parce que c'est un Star Trek pour les jeunes. Fait que techniquement, ils ont cette espèce d'excuse de pouvoir expliquer. Ils prennent le temps de dire, écoutez, ça, c'est une arme, ça sert à ça, on fait ça avec, on peut s'en servir de cette manière-là. Il y a 8 manières de s'en servir. Fine. C'est parce que c'est quelqu'un qui explique ça à des jeunes et des jeunes qui ont jamais peut-être vu cette technologie-là ou entendu parler de la Fédération et de leur technologie. Mais du coup, la narration permet d'intégrer ça de manière très agréable dans la série. Ça gêne vraiment pas. Au contraire, ça nous permet à nous de nous rappeler de choses. Puis en plus, ça permet à apprendre aux jeunes. Mais quand c'est Discovery, oui. Mais après, je comprends ce qu'ils essaient de faire. Puis je suis d'accord avec toi que des fois, c'est utile. Même les films de J.J. Abrams, ils avaient tendance à faire ça de temps en temps. Mais je comprends que c'est utile pour des gens qui sont nouveaux. Mais c'est vrai que l'exécution est toujours un peu troublante. Et du coup, alors, je reviens sur cette histoire de Discovery qui fait des trucs de vaisseau qui passe à travers la barrière galactique. Est-ce que ça vous a plu autant qu'à moi, par exemple, ou je suis un peu tout seul sur ce coup?
C'était sympa parce que ça s'inscrit parce que ça fait avancer l'histoire, si tu veux, parce que c'est un peu ce que t'attends depuis le début. Tu sais que, tu vois, l'action est à peu près justifiée par le scénario. Et vu que moi j'ai bien aimé finalement les phases un peu lentes avec Tarka, j'ai trouvé que dans cet épisode l'action n'est pas gênante parce que tu vois t'as cette alternance entre des scènes émouvantes et des scènes d'action un peu plus pures, quoi. Donc oui, c'était sympa, c'était cool. Moi aussi, là j'ai pas trouvé ça dérangeant. J'ai bien aimé, j'aime toujours voir des nouveaux concepts, des histoires vraiment science-fiction, puis des choses comme ça. Donc traverser cette barrière, puis voir comment il la traverse, j'ai trouvé ça intéressant. Après, moi personnellement, j'aurais pas, si je devais écrire la série, j'aurais pas écrit ça de cette manière-là. Et j'ai du mal à visualiser les... T'aurais fait comment, par exemple? Ben, honnêtement, pour traverser la barrière qui sépare comme notre galaxie avec le vide qui est à l'extérieur, j'aurais plus fait ça de manière... j'aurais fait ça un petit peu comme ils ont exécuté la fin de la saison 2, quand Burnham passe dans son espèce de trou de verre spatio-temporel, parce que ça, c'est très joli, une séquence incroyable. Ouais, ben ça visuellement, c'était comme une des plus belles choses que j'ai vues dans Star Trek depuis vraiment longtemps. On est d'accord. Et j'aurais imaginé ça un petit peu plus comme ça. J'ai trouvé qu'esthétiquement, cet épisode-là, tu sais, on arrive sur une planète, puis c'est comme, on désature l'image à fond, puis boum, c'est parti. C'est une planète en noir et blanc, go, parfait. Je trouvais ça un peu cheap, là. Mais ouais, mais sinon, oui, j'aime quand même voir ce genre de choses, parce que moi, j'aime beaucoup voir les concepts science-fiction dans Star Trek, puis c'est explorer des nouveaux horizons, puis là, c'est vraiment... Ouais, pour ça, moi aussi, le concept, j'aime beaucoup. Visuellement, je trouve que c'était un peu raté. Parce qu'en plus, on sent qu'il y a de l'argent sur la production, etc. Et là, les bulles, etc., j'ai trouvé ça un peu... Il y a des plans, donc quand on voit l'extérieur du vaisseau, c'était un peu raté, mais c'est juste, je fais un peu la fine bouche parce que c'était quand même cool. L'idée était cool. Après, effectivement, on passe sur cette planète et pourquoi est-ce que c'est désaturé tout à coup? L'idée, c'est l'idée de quand ils sont dans une bulle qui n'est pas rouge, qu'ils perdent de la couleur à l'intérieur du vaisseau. Bon, c'était rigolo, je n'ai pas vraiment l'utilité d'eux. C'était encore, est-ce que c'est une manière de guider visuellement les téléspectatrices? Je sais pas, mais bref. Mais j'aime bien parce que on arrive au bout de la galaxie, on arrive au bout de l'univers, et qu'est-ce qu'il y a derrière, et comment est-ce qu'ils vont arriver à tenir, est-ce que les boucliers vont arriver à tenir, enfin voilà. Donc, pour ça, voilà, mais à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière. Ouais, c'est vrai que c'est cool de voir enfin le Discovery découvrir quelque chose, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir. Et donc Romain, tu l'as souvent cité, il y a cette histoire de Tarka qu'on voit en flashback. En fait, on avait cru comprendre au début que Tarka venait d'un univers alternatif, mais en fait non, c'est pas le cas. Il est de l'univers de la série, mais simplement avec un de ses co-détenu, il souhaitait y aller en fait, créer donc un téléporteur multidimensionnel pour aller dans une autre dimension pour s'échapper. Et c'était ça, donc sa motivation, c'est de retrouver son pote quelque part. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très touchant et que l'acteur était vraiment, enfin tout fonctionnait bien là. Oui, tout à fait. Effectivement, il créait un univers alternatif pour trouver son foyer, puisqu'il cherche le home en anglais. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit dans les... La maison, ils disent la maison chez moi. Ouais. Quoi. Donc ouais, effectivement, rentrer chez soi. Mais est-ce que chez soi, c'est avec la personne avec qui tu es, ou chez soi, c'est un lieu géographique? Enfin, pour ça, c'était cool, quoi. C'était bien un peu de voir développer ce personnage qui était absolument insupportable au départ, et qui, au final, est devenu beaucoup plus... qui a baissé sa garde et qui est plus humain, on va dire, même s'il n'est pas forcément humain, mais... Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage, ces passages pour le coup. Au final je trouve son histoire à lui beaucoup plus intéressante que l'histoire de Book depuis le début de la saison. Mais par contre, comme je le disais, j'aurais 1000 fois apprécié les épisodes précédents si j'avais connu l'histoire de Tarka avant, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire le fait que le personnage d'un seul coup devienne ambigu et pas du tout le méchant qu'on pensait qu'il était initialement.
bah c'est quand même, ça en fait un personnage forcément plus intéressant, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui me rend un peu fou, quoi. C'est que ça fait 3 épisodes qu'on s'emmerde comme des rats morts, alors que finalement ils avaient un personnage intéressant, mais il y a quelqu'un à la prod qui s'est dit, bah non, on va pas leur dire qui c'est pour le moment parce que ça sert à rien. Bah ok, bah merci, ok. Bah maintenant il reste 2 épisodes et vous allez avoir plein de trucs à raconter que Tarka en fait. Enfin, ça fait aucun sens. En fait, pour moi, ça ne fait aucun sens. Bah, il y a tellement de choses comme ça qui font pas de sens. Comme je disais, que tu vois, effectivement, tu as l'impression que l'histoire elle est tirée en longueur, alors qu'ils avaient tellement d'autres sujets qui auraient pu remplir facilement des épisodes. Je répète, Grey, la reconstitution de la Fédération, l'histoire quand Burnham elle se barre avec sa mère récupérer des trucs et qu'elle tombe sur une civilisation endormie. Enfin, ça aurait pu faire aussi un épisode complet là-dessus. Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire des épisodes isolés avant l'arrivée de la grande menace qui est l'anomalie, qui aurait pu être traitée sur 3 épisodes en réalité. Ils utilisent l'anomalie, puis cette race d'aliens, on ne sait pas encore qui c'est ou ce que c'est, ça pourrait être même pas quelqu'un, honnêtement, là. Les Tensi, là, ils s'en servent comme énorme menace pesante qui est là pendant toute la saison, puis c'est tellement dommage. Ça aurait pu juste être un petit mystère, puis ça donne un outil pour permettre à notre équipage, puis notre vaisseau là, d'aller de planète en planète ou secteur en secteur, découvrir, et puis on peut faire ça comme un treasure hunt là, comme un petit easter egg hunt là. Ils trouvent un petit indice qui peut les aider à chaque épisode, mais ça permettrait de découvrir un nouveau monde, une nouvelle espèce, un nouveau problème à chaque fois, et on débloque un petit peu plus de la clé, presque comme un jeu vidéo techniquement là, mais au moins ça nous permettrait d'explorer puis de visiter cette espèce de nouveau monde, de nouvel univers, parce que même si c'est le même univers dans lequel ça se passe, c'est le 32e siècle maintenant là, donc on est rendu tellement dans le futur que tout a changé, il n'y a plus rien qui est pareil. L'époque de Next Generation est terminée, on connaît plus les races, les espèces, on sait plus quelles planètes sont là, tant il y en a qui sont détruites, tant il y en a qui se sont unies, donc ils auraient pu s'en servir comme outil pour aller de planète en planète, découvrir de nouvelles choses. Puis moi, j'aurais vraiment aimé qu'ils explorent ce futur, qu'ils explorent ce futur lointain maintenant et qu'ils nous montrent vraiment des nouvelles technologies, des nouvelles espèces. C'est ce qu'on dit depuis le tout premier podcast de cette saison. On attendait tout ça, ça nous paraissait évident en fait, et on a eu autre chose. Et tu sais, je t'entends repenser. On a eu la saison 3 bis, ouais, je suis d'accord. Et en fait, tu sais, je te parlais de Tarka, pourquoi ils ont attendu des épisodes pour nous dire qui c'était, et finalement, en fait, je sais la réponse, je suis en train de réaliser, je la connais la réponse, c'est que c'est une génération de scénaristes qui ne sait fonctionner qu'en Mystery Box, en fait. C'est la génération de J.J. Abrams, c'est une génération qui pense qu'un mystère n'a d'intérêt, une histoire n'a d'intérêt, que si tu la tiens pendant 5, 10, 20 épisodes, en fait, si tu veux. C'est très systématique des prods Netflix. C'est Roman Hijita qui a tweeté un truc là-dessus tout à l'heure sur le fait que pourquoi est-ce que tu nous fais suer à raconter en une série de 10 épisodes de 40 à 50 minutes, 55 minutes, alors que tu pourrais faire tenir ça en un film de 2h30. C'est absolument ça, c'est le Mystery Box, et finalement ils en sont à un point, ils sont tellement je trouve pas mon mot, laissez-moi une seconde pour le trouver. Ils sont, voilà, on arrive à un point où ils sont tellement programmés pour faire de la Mystery Box que même les personnages, ils finissent par les écrire en Mystery Box. C'est-à-dire que plutôt, et je pense que c'est même sur les équipes de passerelle, même sur l'équipe du Bridge, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne veulent pas te raconter leur histoire comme dans Lost. Sauf que dans Lost, ça fonctionnait très bien parce qu'ils se disent, je veux pas leur raconter l'histoire maintenant parce que peut-être que plus tard, on se rendra compte que. Et à force de faire du peut-être que plus tard, tu finis par ne plus rien raconter sur personne, en fait. Bon, enfin, moi, Lost, je suis sûr que c'est fondamental. Parce que ça me gonflait, justement. Lost, l'histoire des séries a plutôt tendance à penser que c'est une bonne série. Moi, j'en fais partie, mais tu peux pas tout écrire comme Lost. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fonctionne dans Lost ne fonctionne pas forcément dans Star Trek. Ou en tout cas, ça fonctionne pas avec le même dosage. En effet, dans Lost, c'est la série Mystery Box ultime. Chaque personnage est une Mystery Box. Chaque élément de l'histoire est une Mystery Box, si tu veux. Et je pense que cette génération de scénaristes
veut répliquer ça à toutes les séries qu'ils écrivent. Et le fait, si tu veux, qu'on est, ça on le dit quasiment dans tous les podcasts, mais qu'on est dans la génération Netflix, en effet, où finalement les séries sont vendues à l'avance, de saison en saison, ils ont plus cette peur de se dire, oui, mais si les gens ils se font chier au bout du 3e épisode, ils vont nous quitter. Ils se disent, ouais, mais on s'en bat les couilles, puisque de toute façon, ils ont déjà acheté toute la saison. Alors, en fait. Oui et non, c'est-à-dire que quand même, il y a encore des séries qui continuent à être annulées ou qui ne sont pas renouvelées, etc., pour diverses raisons. Donc c'est pas parce qu'ils t'ont acheté une saison que tu dois forcément faire tu vas dire que tu vas faire du caca et que de toute façon je m'en fiche parce que j'ai déjà les sous, quoi. C'est pas vraiment ça que je te dis, Marie-Paul, en fait. Mais t'as raison. Mais c'est pas exactement ça que je te dis. Je te dis qu'en fait, ils se disent, ma saison, je vais la voir. Donc finalement, si j'arrive à faire une histoire avec une fin qui est folle, parce qu'ils sont persuadés qu'ils font une fin folle à chaque fois, alors que la fin est souvent très décevante, les gens vont adorer, ils vont revenir. Tu vois, toi qui travailles dans l'écriture, tu n'écris pas une chose si tu peux te faire annuler au bout de 3 pages que si tu sais que tu vas pouvoir écrire un roman qui sera publié. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé. Enfin, c'est humain. Il y a beaucoup les séries à l'époque des années 90, par exemple, c'était des séries de 24-25 épisodes et les saisons, elles n'étaient pas certaines d'aller jusqu'au bout pour certaines, puisque tu avais des séries qui se faisaient annuler au bout de 7-8 épisodes, même avant, et d'avoir que 3 épisodes de diffusés. Je pense à Archerine, par exemple, ça me fera toujours mal au cœur. Mais voilà quoi. Donc, et ça, c'est un risque qui n'existe plus pour des plateformes comme Netflix, parce qu'une fois que la saison elle est terminée, l'histoire elle est terminée. Bon, bah, la série, elle peut être annulée pour les saisons prochaines, mais ta saison, bon, bah voilà, tu l'as faite comme ça, quoi. T'avais le pilote, t'avais généralement le première étape des 4 épisodes après la première diffusion, t'avais l'épisode t'avais la mi-saison où tu pouvais te faire annuler également. Enfin, le coup près était constant. C'est vrai que ça a disparu un peu. Tout à fait. Ouais. Le coup près était constant, si tu veux. Et donc, forcément, t'écrivais pas tes séries de la même façon. Forcément. Tu donnais tout de suite, quoi. Bon. On est d'accord. Bah, du coup, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous voulez faire des petites théories sur l'espèce 10C? Moi, je vous dis tout de suite, j'espère que l'espèce 10C, c'est pas les créateurs des Borg, c'est pas eux qui ont renvoyé Voyager, et j'espère que c'est pas eux qui ont envoyé la sonde dans Star Trek 4. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire déjà ce que j'ai pas envie que ce soit. Moi, je pense que ça sera rien de tout ça, et c'est une bonne chose pour le coup. Je pense que ça sera une entité suprême, une entité supérieure, que Burnham réussira à elle seule, toute seule, comme une grande, à établir le first contact, et qu'à la dernière minute de la dernière seconde, ils comprendront que la paix existe et ils se retireront. Un petit peu comme Voyager l'a fait à la fin de Star Trek 1, le film. Et moi, je fais une prédiction. La dernière image de cliffhanger pour cette saison, ça sera le retour de Lorca. Voilà, je vous le dis. Et toi, Sean? Je pense plus qu'il y a le budget pour le ramener Jason Isaacs, je vais être honnête avec toi. Je pense que c'est fini, ça. Après, ils ont viré beaucoup de cast cette année. Ouais, je sais pas si ça compte comme Theorycraft, mais c'est une opinion. Je m'en fous. C'est comme mon cerveau arrive même plus à essayer de comprendre. Comme tu me parles de Picard, oui, ok, je vais commencer à essayer de peut-être qu'il se va, mais Discovery, c'est comme il se passera ce qui se passera. Écoute, le seul truc que j'espère, c'est un peu comme toi, j'espère que ça va pas être quelque chose de tellement énorme que ça va impacter le futur de Star Trek pendant les prochaines 50 années. Avant de parler de nos actualités, de faire le tour de Toto de table, on a quand même une actualité par rapport au podcast. C'est le Captain Picard Podcast Festival, parce que donc à l'arrivée de la 2e saison de Star Trek Picard, chez Amazon Prime chez nous, et ben la meilleure façon de célébrer ce retour, c'est un festival d'analyse avec plusieurs podcasts. Et donc ça a été organisé par le célèbre podcast américain Strange New Pod. Donc ils ont carrément créé un festival sur une semaine qui rendra donc hommage au Capitaine Picard. Donc ça a commencé le 24 février et ça sera jusqu'au 2 mars. Ça sera sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube donc de Strange New Pod. Et bien sûr, nous on y participe, bien qu'on soit un podcast francophone. Donc j'ai créé une petite vidéo, vous verrez, qui est bien sympathique. Et parce que forcément ça sera pas en direct pour notre part, parce que ça sera notre premier podcast transformé en vidéo. C'est le premier podcast qu'on avait enregistré donc fin 2019, où on revenait à l'époque sur nos attentes justement concernant la saison 1 de Picard. Et on voit Romain Bramy qui nous raconte aussi la fois où il a offert une bouteille de vin à Patrick Stewart, et on le verra faire dans cette fameuse vidéo. Donc merci à la Géniale Girafe pour tout ça. Alors ce podcast sera diffusé le 1er mars à 9h30 heure américaine sur la côte Est, et pour nous ça fera 15h30 heure française.
Donc voilà, on est très content de participer à ce festival de podcasts et ça fait très très plaisir. Et toi, Sean, est-ce que tu as des actualités dont tu voudrais nous parler? Des actualités concernant ma chaîne, par exemple? Ouais, par exemple, ouais. Ben, je vais finir mes reviews. Tout ça, c'est en anglais. Je dis ça, là. Mais je vais finir mes reviews par épisode de Prodigy. Parce que je m'étais lancé là-dedans. Donc, et après ça, je vais faire un review pour la saison. Discovery, c'est pas la peine. Je pense que c'est même pas la peine que je fasse des vidéos dessus, parce que ce serait même pas intéressant, mes vidéos par épisode. Maintenant, je vais juste faire une review par saison. Puis maintenant, je vais vraiment me relancer dans ce que je voulais faire à la base avec ma chaîne. Je vais continuer à parler, je vais expliquer des races, des espèces qu'on retrouve dans Star Trek de manière assez simple, pour que les nouveaux fans de Star Trek puissent les découvrir. Puis après, je vais commencer à parler de concepts aussi comme Starfleet, comme le Mirror Universe, etc. Mais sans trop spoil les choses, mais je vais essayer juste d'expliquer ça pour le nouveau. Donc c'est ça mon but là, c'est ça ma chaîne pour le moment. Ouais, super cool. Et toi, Marie-Paul? Je travaille. Je suis en train de traduire un super magazine Disney qui est hyper cool sur les dinosaures. Je m'éclate bien, c'est vraiment chouette. Et je travaille, je fais ma première expérience sur le jeu vidéo. Je gère la localisation d'un jeu vidéo japonais qui sortira l'année prochaine en France. Ça sera en langue en français, en allemand, en italien, en espagnol et aussi en anglais. Donc c'est une expérience vraiment super et l'équipe avec laquelle je travaille est vraiment très chouette. Donc je m'éclate. Ok, ça c'est un truc qui va intéresser Romain. Et d'ailleurs, justement, Romain, toi, t'as quoi de neuf? Toujours au kebab du coin ou comment ça se passe? Moi, toujours au kebab. Je suis en train de déménager bientôt. Donc bientôt, je pourrai vous accueillir dans une grande maison. Et sinon, Mode in France, toujours, où je mode des consoles de jeux vidéo anciennes. Là, j'ai pas mal d'annonces ces temps-ci. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Mode in France. Ok, merci à vous tous. Donc Marie-Paul et Romain, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on va reparler donc de Star Trek Discovery, mais surtout on va enfin parler de la saison 2 de Star Trek Picard. Allez, salut tout le monde, longue vie et prospérité. Salut. Bye bye. Ouais. Program complete.